Bienvenue dans cet atelier. Comme vous le savez très bien, pourquoi on est arrivé là? On est arrivé là à transformer toute l'industrie parce que le client, il a changé. Et aujourd'hui, le client, il veut tout et tout de suite. Et il veut surtout que tous les produits qu'il achète, ils soient à son image. Donc, des produits personnalisés. Et donc, les entreprises, elles doivent complètement transformer leur production et leur approvisionnement pour qu'ils puissent faire de l'artisanat industriel. Et donc, on s'est dit pour cette année, pour l'atelier plutôt focalisé technologie, que ça serait bien de répondre à la question de comment adopter une stratégie de digitalisation de la supply chain pour s'adapter rapidement à la demande personnalisée des clients. Et en fait, on a organisé cet atelier avec 4 intervenants que vous allez découvrir au fur et à mesure. Et je vais garder un petit peu le suspense. Je ne vais pas tout vous dévoiler d'un seul coup. Donc, le premier intervenant, c'est une intervenante. Et Luce Brodkorn, elle est directrice de recherche INRIA et directrice de l'équipe Inox. Donc, Luce, si vous voulez bien monter sur scène et nous parler un petit peu de vos préoccupations et de vos propositions pour répondre à cette question de supply chain. Je vais partager votre présentation. Très bien. Bonjour. Merci beaucoup Anne-Marie pour cette introduction et je remercie les organisateurs de m'avoir invité et permis de participer à cet événement. Donc malheureusement, on peut pas tous être présents dans la même salle, mais les échanges sont quand même très, très enrichissants. Donc voilà, donc Anne-Marie l'a présenté. Donc je m'appelle Lise Brodkorn et je travaille à l'INRIA. Donc l'Institut national de recherche en informatique et automatique. Et plus précisément, je suis responsable d'une équipe de recherche qui s'appelle Inox. Donc tout d'abord, je vais vous présenter en quelques mots ce qu'on fait dans l'équipe et ensuite je considérais deux problèmes, donc deux problématiques que l'on a traitées en collaboration avec deux entreprises, en l'occurrence Jules et Colliweb. Donc tout d'abord, en quelques mots, que fait l'équipe Inox? Donc tout d'abord, en fait, l'équipe Inox, où est-ce qu'elle se situe dans le contexte actuel où on parle beaucoup de big data, de business analytics, d'intelligence artificielle? Donc où est-ce qu'on se situe dans tout cela? Eh bien, en fait, comme vous le savez, dans le mot big data, c'est pas tellement la quantité, mais c'est ce qu'on fait des données, qu'est-ce que l'on en extrait. Et de façon classique, le business analytique est divisé en 4 parties, donc plus précisément 3. Donc tout d'abord, il y a ce qu'on appelle le descriptive analytics, qui à partir des données permet de définir des indicateurs, donc de comprendre ce qui s'est passé au niveau dans l'historique des données. Ensuite, on a le predictive analytics. Donc cette fois-ci, c'est à partir de ce que l'on a compris, de ce qui s'est passé précédemment par rapport aux données, on va essayer de prévoir dans le futur qu'est-ce qui va se passer. Donc c'est le predictive analytics. Et ensuite, le dernier point, c'est le prescriptive analytics. Donc, à partir de l'étude des données, de la prévision, là, dans le prescriptive analytics, ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer de prendre les meilleures décisions possibles. Et c'est à ce niveau que se situe l'équipe Inox qui traite plus particulièrement de la résolution de problèmes d'optimisation. Donc tout d'abord, quelques mots au sujet du mot optimisation, parce que c'est un mot que tout le monde utilise dans le langage courant. Donc nous, ici, dans notre équipe, lorsqu'on parle d'optimisation, c'est que l'on essaie de prendre des décisions de façon à atteindre des objectifs en respectant un certain nombre de contraintes.
Et dans notre équipe, on va développer donc des modèles mathématiques innovants et des algorithmes d'optimisation pour résoudre certains types particuliers de problèmes d'optimisation. Donc, je ne rentrerai pas plus dans les détails au niveau de la description de l'équipe. Je vais maintenant considérer deux problématiques, donc définir deux problématiques sur lesquelles on a pu travailler et collaborer avec des entreprises. Donc, le premier projet porte sur la gestion d'entrepôts. Donc, c'est fait en collaboration avec Jules et plus particulièrement sur leur entrepôt de Waterloo. Donc, tout d'abord, le contexte logistique. Donc, dans cet entrepôt de Waterloo, il rentre un certain nombre de produits, un certain nombre de références. Donc, lorsqu'on a fait cette étude, et on a plus ou moins, il y avait 4000 références. Et ces produits doivent être rassemblés dans des colis pour être acheminés dans les magasins. Et là, au moment où on a fait notre étude, on comptait 440 magasins, donc qui envoyaient tous leur liste de commandes à l'entrepôt. Dans ce contexte, la problématique que l'on a traitée est la suivante. Donc, sur le schéma de gauche, vous avez les deux parties de l'entrepôt où il y a la zone de réception et la zone de picking ou la zone d'expédition. Donc, on a résolu un certain nombre, on s'est attaché plus particulièrement au cheminement des produits dans cet entrepôt. Donc, plus précisément, lorsqu'un produit arrive à l'entrepôt dans un colis, il passe par la zone de réception. Ensuite, de la zone de réception, il va devoir être acheminé vers la zone d'expédition et placé dans un rack au niveau de cette zone d'expédition. Donc, c'est le problème de l'approvisionnement de la zone d'expédition ou de la zone de préparation. Donc, c'est cette première problématique. Ensuite, lorsqu'il est dans la zone d'expédition, il faut préparer les colis. Et donc, là, on a des pickers ou des employés qui préparent en moyenne 6 colis par personne. Et donc, on doit établir des tournées pour ces employés pour aller rechercher les produits pour mettre dans les colis. Et ces colis, ils doivent être envoyés dans les magasins. Donc, un élément en plus qu'il est important de signaler, c'est que dans les problématiques que l'on traite, on s'attache aussi à le problème de la conception des colis parce que chaque magasin envoie une liste de commandes, une liste de produits, mais les colis ne sont pas prédéfinis. Donc, un élément clé aussi à prendre en compte, c'est la définition des colis. Donc, si je résume tout cela au niveau de la problématique à gérer, il y a en fait 3 problèmes, mais que nous avons modélisés et résolus de façon conjointe, de façon intégrée. C'est ce qui fait l'originalité de notre approche. Donc, on a tout d'abord le problème donc d'affectation des produits dans les racks au niveau de la zone de picking. Donc, c'est l'optimisation du transfert de la zone de réception vers la zone d'expédition. Il y a la détermination du contenu de chaque colis, comme je vous l'ai précisé, et finalement la détermination des tournées des employés dans la zone de picking. Donc, c'est représenté dans le schéma de droite. Donc, ces 3 problématiques qui sont interconnectées, nous les avons modélisées et nous les avons résolues. Donc, on a résolu cette problématique de façon conjointe. Donc, je ne rentrerai pas ici dans les détails du modèle ni de la méthode que nous avons développée pour résoudre ce problème. Simplement, ce que je voudrais signaler, c'est qu'en entrée, au niveau des objectifs, par rapport, on a beaucoup travaillé en collaboration avec l'entreprise et au niveau des discussions, donc il s'est avéré que pour eux, il était important dans certains cas de pouvoir pondérer donc l'affectation par famille, donc pouvoir mettre dans la zone d'expédition les familles de produits qui se ressemblent. Il est important aussi pour eux d'avoir des colis qui sont homogènes. Pourquoi? Parce que lorsque dans les magasins réceptionnent les colis, pour eux, si les colis sont homogènes, c'est plus facile à gérer pour ranger les produits dans le magasin. Donc, c'est pour ça qu'on peut introduire un certain nombre de contraintes sur le nombre de minimum de colis. On peut introduire des pénalités si les colis sont non homogènes. Voilà, et on peut aussi introduire des pénalités pour chaque tournée. Donc,
après discussion, voilà, avec les différents membres de l'entreprise, donc on a introduit tous ces éléments au niveau du modèle, soit au niveau de los objectifs à atteindre, soit au niveau des contraintes. Et en sortie donc au niveau des solutions, bon bien sûr on a la solution de la problématique et ensuite on sort un certain nombre d'indicateurs que j'ai listés sur la droite du schéma que vous voyez pour l'instant. Donc quelques résultats donc de la comparaison de notre approche par rapport à une approche qui était utilisée par l'entreprise, qui était un peu une approche une approche, ce qu'on a dit gloutonne, donc qui était les problèmes étaient résolus de façon indépendante et les colis étaient conçus de façon un peu séquentielle. Donc on voit tout d'abord, si on voit les statistiques, on compare notre solution par rapport à la solution de l'entreprise. Bon, au niveau du nombre de boîtes et du nombre de tournées de ramassage, c'est assez proche, mais ça c'est lié au fait que les produits sont là, donc il faut les mettre dans des colis, il faut effectuer les tournées, donc c'est lié au volume de la demande. Mais par contre, ce qu'on voit avec notre approche, c'est qu'on a un gain important au niveau de la distance parcourue. On a des boîtes aussi qui sont plus homogènes. Et un élément clé aussi que je n'ai pas précisé, mais sur lequel on continue à travailler avec l'entreprise, sur les aspects de pénibilité du travail. Donc c'est un élément clé, un élément aussi qu'on prend en compte lorsqu'on résout notre problème. C'est dans la façon dont les produits sont placés dans les racks. Donc on tient compte de la pénibilité pour les employés, de se baisser, de se relever, etc., etc. Donc ça c'est un projet, voilà, une réalisation qu'on a fait avec eux, et la collaboration se poursuit à l'heure actuelle au sujet dans un projet ANR où on introduit plus précisément des composantes de pénibilité et dans notre approche. Donc voilà pour le premier type de problème au niveau que nous avons traité avec une entreprise. Le deuxième projet que je vais vous présenter ici est très différent, mais il est aussi très important. C'est les problèmes de livraison, livraison au client, donc la problématique du dernier kilomètre. Et comme Anne-Marie l'a signalé précédemment, donc les clients sont toujours de plus en plus exigeants, ils veulent tout de suite et à moindre coût. Donc c'est un problème important aussi à gérer. Et voilà la problématique que nous avons traitée avec une entreprise qui s'appelle Colliweb. Donc tout d'abord le contexte de cette étude. Donc Colliweb, qui est une entreprise qui gère des coursiers indépendants. Donc, elle n'a pas d'employés coursiers à sa charge, mais elle gère un certain nombre de coursiers indépendants et elle doit livrer au client final un certain nombre de produits qui lui sont fournis par les grandes chaînes. Je ne veux pas ici toutes les citer, mais par exemple, vous avez Darty, Bélanger, etc., ou d'autres. Et il y a deux types de livraison possibles, soit de la livraison express, soit une livraison sur rendez-vous. En précisant un peu la problématique, donc la livraison porte ici sur des petits ou moyens paquets de moins de 30 kilos. Comme j'ai dit, les coursiers sont indépendants et au niveau de la demande, ce qu'il est important de signaler, c'est que la demande fluctue, est inconnue à l'avance, donc elle arrive dans le jour même pour une livraison le jour même, et il y a des fortes fluctuations au niveau de la demande. On a des pics, des périodes de pics et des périodes creuses, comme l'indique le schéma indiqué sur le transparent. Ça varie très fortement dans le temps. Donc, avant que l'on réalise donc ce travail en collaboration, donc de nouveau avec l'entreprise Colliweb, l'affectation des colis aux coursiers se faisait de façon manuelle, donc plus ou moins premier arrivé, premier servi, et ce qui fait que les conséquences étaient que des horaires de livraison étaient très stressants, serrés. Parfois, les coursiers faisaient des allers-retours dans la même partie de la ville. La planification des transports était coûteuse vu qu'on ne profitait pas de la mutualisation et donc le service aux clients pouvait être de moindre qualité parce qu'il pouvait avoir un certain nombre de retards par rapport aux engagements qui étaient pris.
Donc, dans ce cadre, nous avons lors de notre collaboration avec Colliweb développé deux modules qui sont repris aussi, qui correspondent à des échelles de temps différentes. Donc, le premier porte sur des décisions à moyen terme qui permet aux coursiers d'avoir à l'avance une meilleure visibilité sur leur charge de travail et pas connaître leur charge de travail le jour même 10 minutes avant de vouloir faire une course. Donc, ça, c'est la prise de décision forcément dans l'incertain, vu que on va devoir prendre ces décisions à moyen terme en partant de prévisions, en s'appuyant cette fois-ci sur le prédictif. Donc, le prescriptif va s'appuyer sur le prédictif, sur des prévisions de la demande à partir des données historiques. Donc, ça, c'est le module à moyen terme. Et ensuite, on a un deuxième module qui, cette fois, étant donné les résultats de ce qui s'est passé de ce que l'on a prévu, le jour même, au fur et à mesure que les colis arrivent, il va falloir les affecter aux coursiers. Et donc, c'est des décisions qui sont opérationnelles. Comment on affecte les courses aux personnes, aux employés, de façon à les mutualiser et donc à réduire les coûts de transport. Donc, c'est pour ça que voici ici les deux modèles qu'on a fait. Donc, le problème de planification tactique. Donc, c'était sur un horizon de 1 jour. Donc, en fait, en input, on recevait pour les coursiers indépendants leurs souhaits, donc le véhicule qu'ils allaient utiliser, les heures pour lesquelles ils étaient disponibles et pour lesquelles ils pouvaient travailler pour l'entreprise, et dans quelle partie de la ville. Donc ici, le schéma il est un peu petit, mais qui reprend les arrondissements de Paris, dans quel arrondissement ils souhaitaient travailler. Ensuite, après le problème d'optimisation, donc on a le plan de travail, par exemple pour le coursier ici qui est le vélo, on va pouvoir lui dire exactement dans quelle tranche horaire on aura besoin de lui pour l'entreprise et à quelle zone et à quel arrondissement il sera affecté. Et on travaille en général sur des arrondissements qui sont proches pour éviter les pertes de temps. Donc ça, c'était l'output du modèle à moyen terme, la planification tactique, donc qui se fait dans le domaine de l'insertion. Et ensuite, on avait la gestion des coursiers qui était une gestion, comme je vous le dis, au jour le jour. Donc, au fur et à mesure que les ordres, les commandes arrivent, cette fois-ci, donc sur un horizon de 3 à 5 heures, on a un modèle on a une approche qui est dynamique et qui va affecter les requêtes aux coursiers par rapport au plan qui a été défini dans le modèle tactique précédemment. Donc voilà les retours, ce qu'on a fait à l'heure actuelle. Bien sûr, ce sont des premières approches et je crois que ça a permis justement aux coursiers d'améliorer leur vision à plus long terme et de pouvoir mieux planifier leur travail. Et au niveau de l'entreprise aussi, ça permet de fortes réductions des coûts. Donc, par exemple, ici, voilà quelques résultats. Donc, on va ici montrer dans ce tableau simplement l'impact d'avoir une planification tactique ou de ne pas l'avoir. Donc, dans les deux cas ici, l'affectation des demandes aux coursiers se fait selon la même approche. On utilise le même algorithme, mais dans le partie gauche, on a une planification tactique à l'avance, donc on peut donner plus de visibilité aux coursiers, et à droite, et on peut les localiser dans certains arrondissements à partir justement des prévisions de demande. Et à droite, on n'a pas cette planification. Donc, on voit que globalement, si on voit le nombre de paquets qui sont le PC par heure, le nombre de paquets par heure, la différence n'est pas énorme, mais ce qui change beaucoup, c'est que si on regarde la tranche horaire, donc par exemple, si on regarde une ligne et le max dispositif ou le max disp, donc l'avant-dernière colonne, donc de chaque partie, on voit que la tranche horaire sur laquelle les coursiers vont travailler avec une planification tactique est plus petite que sur dans le cas où il n'y a pas de planification tactique. On voit aussi le nombre d'heures où ils sont actifs est plus importante et surtout le nombre d'heures où ils sont inactifs est nettement moins importante lorsqu'on a une planification tactique, c'est le H inactive, donc lorsqu'on n'a pas de planification tactique. Donc, en fait, l'avoir permet d'avoir une meilleure utilisation des ressources pour la livraison des colis.
et donc a un impact à la fois sur les coûts et aussi un impact au niveau client, au niveau de la qualité de service des clients. Donc, en conclusion, je crois que voilà, j'ai respecté le temps de parole qui m'était imparti. Donc, le fait d'avoir travaillé avec Inox, donc le fait à ces deux entreprises ou plus généralement à d'autres entreprises de travailler avec des groupes de recherche, leur permet un certain nombre de choses. Donc, d'abord, ça a permis de résoudre de façon plus efficace des problèmes intégrés. Donc, comme j'ai dit, l'aspect novateur de notre approche, c'est qu'on traite de façon conjointe des problèmes qui sont habituellement traités de façon séquentielle. Donc, les traiter de façon conjointe, forcément, apporte plus parce qu'on peut traiter le problème de façon globale. Ensuite, on a développé des nouvelles méthodes. Donc, on travaille dans un institut de recherche. Donc, nous sommes chercheurs. Donc, nous développons des nouvelles méthodes on travaille sur des nouveaux modèles. On développe des nouvelles méthodes de résolution qui permettent, donc, qui sont basées sur la programmation mathématique et qui nous permet d'avoir des garanties, des qualités de solution aussi. Donc, c'est quand même important. Et aussi, un élément clé aussi qui n'est pas moindre, donc, ça permet d'avoir une approche sur mesure du problème traité. Et là, je rejoins ce qui a été mentionné lors de l'atelier précédent. Donc, sur l'impact du numérique à l'heure actuelle dans l'industrie. Donc, il est important que on prenne en compte les décisions managériales, les procédés, la façon dont les gens travaillent lorsque l'on introduit le numérique dans les entreprises. Et donc, avoir des solutions, des approches sur mesure qui permet de coller et d'améliorer les prises de décision par rapport à ce qui se fait, d'avoir une vision plus globale, d'avoir des visions au niveau des interactions, mais en tenant compte de l'approche actuelle est un atout qui me semble important. Donc voilà. Si vous avez des questions, je suis tout à fait prête à y répondre maintenant, ou s'ils viennent par la suite. Voilà, je vous ai laissé mon adresse mail et le site de l'équipe, notre site de l'équipe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Luce, pour cette présentation très intéressante. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai déjà deux questions pour vous. Oui. La première, c'est comment est-ce que s'interface votre algorithme dans le système d'information de l'entreprise? Est-ce qu'ils ont besoin de quelque chose de spécifique ou est-ce que en fait vous pouvez vous intégrer complètement dans leur système informatique? Alors, nous, le code que l'on développe ne s'intègre pas directement dans leur système informatique, mais donc, quand on développe des codes, on travaille en collaboration avec eux, donc on fait en sorte que notre code correspondre à leur façon de procéder, donc puisse interfacer avec leur base de données au niveau en input et en output. C'est quelqu'un de chez eux, un ingénieur de chez eux qui réintègre le code dans leur système d'information, mais ils ne repartent pas de rien vu que c'est un travail qui se fait en collaboration au fur et à mesure. Simplement, nous, on a un institut de recherche, donc notre travail, c'est pas de développer des codes qui s'interfacent directement au niveau du système d'information de l'entreprise, c'est pas notre rôle. Voilà, donc les codes qu'on développe correspondent à un certain nombre de prérequis de l'entreprise, peuvent se connecter, mais après le travail d'interfaçage se fait par l'entreprise ou par un tiers s'ils souhaitent passer par un tiers pour le faire. Et d'ailleurs, ça s'est réalisé de façon très différente chez Codyweb où ça s'est fait en live par l'entreprise et chez Jules où ça passe par un tiers. D'accord. OK. Et deuxième question, est-ce qu'on peut mettre toutes les contraintes ou est-ce qu'à un moment donné, vous dites ça, on ne peut pas l'intégrer? Comment ça se passe à ce niveau-là? Là, pour le moment, dans ce que je vous ai présenté, on peut intégrer des contraintes. Voilà, donc on discute avec l'entreprise, donc on intègre les contraintes qu'ils souhaitent. Simplement, c'est que
c'est pas une boîte magique non plus, donc on peut insérer des contraintes. Très bien, mais encore il faut avoir les données pour les insérer et donc c'est toujours pareil. Donc on voudrait la solution miracle, mais il faut l'alimenter derrière. Il faut avoir les bonnes informations à fournir au modèle, autrement on peut pas obtenir les solutions. Donc voilà, c'est toujours un compromis entre ce que l'on souhaite et ce que l'on a à la fin. Mais autant que possible, oui. Enfin voilà, ce dont j'ai parlé justement pour Jules, les éléments qu'on intègre, on les intègre vraiment dans des éléments qu'on intègre au niveau de l'objectif, au niveau des contraintes. D'accord, merci. Virginie, je te laisse prendre la relève. Il y a une question sur le chat. Oui, alors une question de Claude Roche, qui est consultant pour l'Université catholique de Lille. Voilà, Claude reprécise que certainement cette problématique, elle se pose pour pas mal d'entreprises du retail. Est-ce que vous, dans votre démarche, vous avez l'occasion aussi, pour cette réflexion et cette approche, d'associer d'autres entreprises à cet exercice de recherche, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait uniquement avec vos commanditaires, Jules et Colibweb? Ça s'est fait avec eux pour le moment, d'accord, parce que voilà, donc c'était un partenariat avec des entreprises, donc et puis ça s'est fait par rapport à leurs contraintes spécifiques à eux. Maintenant, d'autres, on pourrait être amené à travailler avec d'autres entreprises du retail, mais de nouveau, ça dépend un peu des cas et chaque entreprise, même s'il y a des points communs, il y a des spécificités. Donc, il y a toujours le cœur qui est le même, mais il y a des spécificités. Donc là, ce que j'ai présenté, c'est vraiment fait en collaboration avec les entreprises. D'accord, très bien. Autre question de Pierre Six. Quelle a été la durée de votre mission dans ces deux projets et comment vous fonctionnez en tant qu'institut de recherche dans votre relation et dans votre contractualisation, dans votre tarification vis-à-vis de ces entreprises? Alors bon, il y a des questions que je vais pas répondre, d'autres voilà, non, pas trop. Donc nous on est chercheurs, donc avant tout, lorsqu'on travaille avec une entreprise, c'est c'est un nouveau problème qui nécessite de nouvelles algorithmes, de nouvelles approches. Voilà, si c'est pour utiliser ce qui existe, c'est pas notre métier à nous et c'est pas notre tâche. Et ça, on le dit clairement, d'accord. Donc nous, ce qu'on développe, c'est de l'innovation, c'est des nouvelles approches. Au niveau de la durée, ça s'est fait de façon, c'est assez différent avec Jules. Si mes souvenirs sont bons, ça a duré, la collaboration a duré 1 an et demi ou 2 ans, je pense, je ne sais pas. Donc voilà, c'est un ingénieur chez nous qui a développé et qui est encadré donc par des chercheurs. Et avec Colibweb, c'était différent parce que là, on a eu un laboratoire commun, INRIA Colibweb, où là, c'était une collaboration à plus long terme. On a eu un partenariat direct pendant 1 an, puis après, cette collaboration, donc où on a eu un cofinancement avec l'INRIA parce qu'il y avait des modules plus fondamentaux qu'on a développés et qui nous cherchent, que nous utilisons dans notre recherche. Donc la façon dont on travaille et donc comme je l'ai mentionné aussi avec Jules, donc voilà, la collaboration pour le moment elle se poursuit dans un projet ANR donc où ils sont partenaires. Voilà. Donc la façon dont on travaille avec les entreprises, c'est varié. On peut avoir des contrats bilatéraux et dans ce cas-là, tout dépend de si c'est pour financer un postdoctorat. Enfin, c'est pas de nous financer nous on n'a pas besoin d'être financés. C'est la tarification, c'est pour la personne, donc pour un étudiant en thèse ou un postdoctorant ou un ingénieur. Voilà, c'est la personne qui va travailler et qui va développer plus précisément la problématique. Pour les détails, voilà, ça je peux pas vous dire. Et puis après, on peut travailler avec des entreprises dans le cadre de projets coopératifs aussi. Voilà. Ça dépend. Mais l'important, c'est que nous, on a un institut de recherche, donc il faut que ça nous apporte aussi nous au niveau de la recherche. Et on publie. On fait pas que développer le code pour l'entreprise. Derrière tout ce que je vous ai présenté, on a des publications scientifiques, donc où il y a au niveau technologique, il y a des aspects novateurs et c'était référé par nos pairs. Voilà. D'accord, donc c'est aussi une forme de partage finalement, peut-être pour mettre à profit pour d'autres, une fois que ces publications sont réalisées.
Oui, tout à fait. Oui, il y a la partie, la base, elle est publiée, voilà. Donc, l'algorithme n'est pas public, mais, Oui. mais la méthode ou voilà, qui est super publique. C'est important pour nous de publier. Peut-être juste une information complémentaire. En fait, sur le stand, dans le salon virtuel, vous avez la cellule INRIA Transfert qui peut peut-être encore mieux vous éclairer sur le type de collaboration possible et qu'est-ce qui est faisable ou pas. Donc, n'hésitez pas à aller visiter leur stand. Je ne sais pas, Virginie, s'il y a d'autres questions. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions, alors n'hésitez pas, vous pouvez encore poser vos questions tout de suite. On n'a pas d'autres demandes des auditeurs, des visiteurs. Ouais. OK. Bon, n'hésitez pas par la suite, hein, donc par mail. Ouais, de toute façon, vous avez tous les coordonnées de Luce. Mais merci beaucoup, Luce, d'avoir accepté de témoigner de votre travail, de votre coopération avec les entreprises. Merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup. Merci bien. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. On va passer maintenant à la deuxième présentation. Donc, j'appelle Laurent et Cédric de venir sur scène. Donc là, on va passer à une autre thématique qui va être présentée par Laurent Després, qui est le directeur du pôle d'excellence régionale Euralogistique. Et après, il y a Cédric Marchipon, qui est le directeur de Cerelia, va vous présenter mais comment il a collaboré avec Euralogistique, en espérant que Laurent puisse nous joindre, parce que comme on est 4 minutes en avance sur notre programme, peut-être qu'il a quelque chose, mais Cédric, vous pouvez déjà vous présenter et nous dire qu'est-ce qui vous a poussé à venir aujourd'hui témoigner ici. Oui, alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, j'accompagne Monsieur Laurent Després du pôle d'excellence Euralogistique pour expliquer quel type de démarche Cerelia a engagé dans tous les sujets que vous avez abordés jusqu'à maintenant, d'ailleurs, transformation digitale, notamment l'excellence opérationnelle, toute cette adaptation au contexte socio-économique actuel qui est un petit peu chamboulé par plein d'événements qui sont internes ou externes d'ailleurs aux entreprises. Et puis, on a travaillé avec Monsieur Després sur une approche différente de l'optimisation de la supply chain en s'ouvrant à l'extérieur, c'est-à-dire en allant partager avec d'autres industriels, en allant partager avec des institutions comme la CARSAT, l'inspection du travail, etc., en allant travailler avec les transporteurs, avec les distributeurs, pour ouvrir la démarche et puis vraiment rationaliser un plan d'action au sein de l'entreprise qui réponde aux vrais enjeux actuels de l'activité de la supply chain freight. Donc c'est un dossier, nous, si vous voulez, qu'on positionnerait plutôt en amont de la transformation digitale, mais c'est essentiel, et je pense que, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'interlocuteurs dans la salle qui sont des industriels, mais on a toujours cette problématique de se dire, oui, l'industrie digitale, l'industrie 4.0, la transformation digitale, c'est bien, mais comment on y va ? Comment on y va, comment on définit notre plan d'action, comment on donne de la lisibilité à ce qu'on veut faire. Et c'est cette démarche-là, nous, qu'on a engagée avec le pôle d'excellence Euralogistique sur la partie supply chain. D'accord. D'ailleurs, toujours en attendant, Laurent, je peux donner d'autres informations. Donc, si ça vous intéresse, comment y aller, quoi faire, est-ce que vous êtes prêts? N'hésitez pas également à vous tourner vers HDFID, qui est la cellule développement et innovation de la région et qui a des experts dans l'industrie du futur qui peuvent vous accompagner sur le sujet.
Et d'ailleurs, l'après-midi, ils interviennent dans un des ateliers pour justement dire qu'est-ce qu'ils peuvent apporter aux industriels qui ont envie de se lancer, parce que je comprends bien, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile déjà de se retrouver dans tous les outils numériques et quels sont les outils qui sont les plus adaptés à votre besoin. Et c'est pas non plus facile à prendre un peu de hauteur et regarder mais vers où on va. Quand on est une petite PME, c'est assez difficile de sortir de son quotidien. Donc, exactement. Ça on connaît très bien la problématique. Je ne sais pas, peut-être pour ne pas prendre trop de retard, ce que je peux vous proposer, c'est qu'on commence avec votre partie, après on va enchaîner avec celle de Laurent. Donc, je vais partager et on ira chercher votre partie. C'est toujours les aléas du direct. Voilà, donc je vous laisse la parole, Cédric. Très bien, merci. Donc, je m'appelle Cédric Marchipon. Alors, je suis directeur des opérations et de la supply chain pour l'entreprise Cerelia. Donc, l'entreprise, une ETI de l'agroalimentaire qui est spécialisée dans la fabrication de pâtes ménagères, donc tout ce qui est pâtes feuilletées, pâtes brisées, pâtes sablées, pour faire des tartes, des quiches, etc. à la maison. Donc, on est essentiellement orienté retail, puisqu'on travaille, nos clients sont principalement la grande distribution. On a une marque qui s'appelle Krusty Pat, qui a une part de marché qui est assez faible. Donc, on est vraiment un intervenant partenaire de la grande distribution. Et c'est important pour la compréhension, effectivement, de notre démarche au niveau transformation et au niveau maîtrise de l'excellence opérationnelle de la supply chain. Alors, il y a des indications qui ont été données dans les précédentes interventions par vous au niveau de l'introduction des mots-clés. L'artisanat industriel, c'est vraiment ça aujourd'hui qui nous préoccupe et où on a clairement un changement de contexte avec de plus en plus d'attentes de la grande distribution, de nos clients pour faire du à la carte. Et puis réduire clairement le temps entre la fabrication et la distribution et la consommation des produits. Et puis, Madame Brodkorn a aussi insisté, enfin en tout cas à démontrer la complexité et la quantité d'informations qu'on doit traiter dans le cadre d'une supply chain aujourd'hui. Maîtriser la performance de l'enchaînement de toutes ces activités qui sont complexes et qui sont parfois méconnues au sein des entreprises. Ça va de la prévision, surtout sur des marchés agroalimentaires frais comme on a nous, parce que les commandes, parfois, on les reçoit 2 heures avant d'expédier les produits. On a de la planification, on a l'approvisionnement des matières, donc c'est avec tous les flux financiers que ça peut générer derrière. La production, avec plus ou moins de réactivité en fonction des process qu'on a au niveau des usines. Et puis la distribution logistique, avec aussi des contraintes qui viennent compléter notre schéma, les bases logistiques qui s'automatisent chez nos clients, etc., etc. Donc tout ça, c'est un nombre d'étapes et d'informations très complexes qui viennent donner de l'importance à cette transformation et à la digitalisation de nos process pour qu'on maintienne de la performance. Donc, je vais prendre du coup la main sur la présentation. Donc, effectivement, on est une entreprise agroalimentaire du tissu français. On est leader européen sur la partie fabrication pâte à tarte. C'est une entreprise qui a été créée en 1974 et qui est située, le siège est situé à Liévin. Aujourd'hui, en France, on a 4 usines et une en Italie qui font partie de la Business Unit France. 700 collaborateurs, 280 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour vous donner un ordre d'idée de la dimension de l'entreprise, on fabrique 135 000 tonnes de pâtes ménagères par an. Ça fait à peu près 10 millions de pâtes par semaine, voilà, qui sortent de nos usines, pour la grande distribution essentiellement.
On est spécialiste de la pâte ménagère, donc on travaille tout ce qui est pâte feuilletée, pâte brisée, pâte sablée, les viennoiseries, croissants, pain au chocolat. Et puis on a une profondeur de gamme aussi qui est très particulière et qu'on est les seuls à proposer parce qu'on est expert. Effectivement, c'est le sans gluten, le bio, etc., qui sont le pur beurre, le beurre frais, la margarine, etc. Donc on a toute une gamme qui permet d'offrir à nos clients et à nos consommateurs un produit à la carte, comme vous le disiez en introduction. Alors, pourquoi on a travaillé avec Euralogistique et en quoi la collaboration nous a permis de mettre des fondements sur un plan d'action de transformation. Comme je vous l'ai dit en introduction, on a le besoin, parce qu'un de nos objectifs principaux, c'est le à la carte avec un objectif de 100% de taux de service vis-à-vis de nos clients. C'est important et c'est majeur. Ça fait partie de la génétique de Cerelia de livrer à 100% nos clients avec un taux de service maximal. Et on constatait qu'on avait de plus en plus de mal, en tout cas on consommait de plus en plus d'énergie au quotidien à maintenir ce niveau de performance. Et donc on a voulu identifier où ça pouvait, où on pouvait remettre de l'agilité et où on avait aussi des points forts sur lesquels s'appuyer, parce qu'au fur et à mesure qu'on avance vers l'excellence opérationnelle, hein, comme n'importe quelle industrie souhaite le faire, parfois on commence à aller changer des bonnes pratiques, des paramètres qui finalement étaient des bonnes pratiques et qu'il faut conserver. Donc on a voulu faire un audit de notre supply chain pour se dire déjà comment on fonctionne aujourd'hui, quels sont nos points forts et quels sont les axes de progrès sur lesquels il va falloir travailler et effectivement pour mettre en évidence quel est le poids de la transformation digitale dans notre process. Donc on a fait cet état des lieux grâce à un partenariat avec le label Supply Chain Plus qui est basé sur qui est une certification qui permet de cartographier très objectivement le fonctionnement d'une supply chain dans une entreprise. Vous allez me dire un audit, c'est relativement classique. Oui. Par contre, la dimension, la façon dont cet audit-là est structuré permet à la fois d'évaluer les choses très basiques, les processus, le fonctionnement, les outils qu'on a en place, mais aussi, comme je vous l'ai dit en introduction, de s'ouvrir à l'extérieur et de pouvoir se comparer, se benchmarker et d'identifier des partenariats pour progresser collectivement. Et ça, c'est une vraie démarche un peu innovante de ce label Supply Chain Plus et de la collaboration avec le pôle d'excellence Euralogistique pour les Hauts-de-France. Donc, on a effectivement fait un audit, on a benchmarké pour comparer nos points forts, nos points faibles, on a débloqué les verrous, et puis ça nous permet également de préparer nos fondamentaux pour une future base logistique régionale dont je vous parlerai tout à l'heure. Hop. Alors, effectivement, la base d'audit, je vous ai mis le lien. Donc, c'est un référentiel qui est fait par Supply Chain Master, relativement classique, avec des points cardinaux qui traitent la stratégie, les parties financières, les systèmes d'information, et puis un détail dans les processus. Je ne vais pas rentrer dans le sujet aujourd'hui, c'est pas la problématique qu'on voulait aborder aujourd'hui, mais c'est important de savoir qu'il y a 99 points, 99 critères qui permettent d'évaluer exactement quels sont les processus et comment fonctionnent les processus dans l'entreprise, mais également comment ils interagissent les uns avec les autres en interne de la supply chain, mais également en externe avec le reste de l'entreprise. C'est majeur, c'est important parce que, vous le savez, un service supply chain dans une industrie consomme 80%, utilise 80% de la data qui est générée dans l'entreprise. Donc, il y a aussi, au-delà de ça, des démarches qui sont lancées sur comment je gère ma data dans l'entreprise, ma master data, où est-ce qu'elle est positionnée, tout ce qui est cybersécurité, etc., tous les sujets qui sont d'actualité avec la digitalisation, sur lesquels on pourrait passer des heures. On a ensuite benchmarké, ce que je vous disais, donc l'avantage c'est qu'on se benchmark par rapport à d'autres entreprises de notre secteur, et ça permet de voir effectivement sur quoi on est bon, sur quoi on est moins bon, et de partager avec d'autres industriels sur
comment vous avez traité telle problématique, comment vous avez, par exemple, amélioré votre niveau de prévision, comment vous avez amélioré votre gestion des promotions, qui est un événement aussi très particulier à gérer dans les entreprises agroalimentaires, etc., etc. On a défini des axes de progrès, on a défini une note de maturité de notre supply chain, essentielle pour, comme je vous le disais, d'un point de vue humain. Vous parliez tout à l'heure de la digitalisation, que la digitalisation ne devait pas se faire aux dépens des hommes dans l'entreprise, bien évidemment, puisque la digitalisation n'a du sens que si nous avons des collaborateurs performants et motivés derrière. Donc, on a pu, grâce à cette maturité et cette identification de la qualité de notre supply chain, pu rassurer, entre guillemets, nos collaborateurs sur le fait que ce qu'ils faisaient, ils le faisaient bien, et puis aussi de leur donner de la lisibilité sur la feuille de route, la performance roadmap que nous allions conduire pour les aider à faire mieux demain et à faire de façon peut-être moins stressante et moins compliquée au quotidien. Et effectivement, vous le voyez, on a aussi sorti un niveau de digitalisation de notre supply chain qui aujourd'hui est relativement faible, hein, j'ai envie de dire, par rapport à ce qu'on a comme ambition, qui est de 60% et qui représente tous les systèmes, toutes les interactions d'informations qu'on a dans l'entreprise et, entre guillemets, qui met en évidence aussi la compensation que sont obligés de faire les hommes dans les systèmes pour traiter la donnée, puisqu'elle n'est pas forcément toujours traitée de façon automatique, alors que nos clients, nos consommateurs attendent de plus en plus d'informations en instantané, et donc c'est majeur dans notre plan de transformation. Une reconnaissance via le label, c'est important. Aujourd'hui, il n'y a aucun label, aucune certification qui existait jusqu'à maintenant sur le tissu industriel, c'est-à-dire que vous avez des certifications qui existent, l'ISO, etc. L'IFS, le BRC, pour caractériser la maturité au niveau de la sécurité alimentaire, hein, dans les entreprises agroalimentaires. Il n'y a rien qui permettait de mesurer la performance et de montrer la performance, la maturité et la robustesse d'une supply chain pour les clients, enfin pas les consommateurs, mais les clients et les partenaires. Donc ça existe maintenant, et voilà, je vous ai mis le lien, vous aurez l'occasion d'aller voir si ça vous intéresse, si vous avez envie de mesurer effectivement la maturité de et la robustesse de votre supply chain et d'identifier comment vous pouvez la faire progresser pour être encore meilleur demain. Et ça se base, hein, comme vous le voyez, sur les normes, sur toutes les bonnes recommandations de la santé du travail, puisque, comme je vous l'ai dit, ça prend des dimensions purement techniques et purement opérationnelles, mais aussi ça intègre des aspects socio-économiques, les aspects humains dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise. Et d'ailleurs, parce que le temps, j'avais que 10 minutes pour vous présenter tout ça, donc c'est relativement court, mais on va essayer de s'y tenir. Quelles sont les prochaines étapes pour nous avec le pôle d'excellence Aura Logistique? C'est de continuer le travail qu'on a commencé en s'ouvrant à l'extérieur, avec la mise en relation avec d'autres industriels, les partenaires, la grande distribution. C'est important pour nous puisqu'on a une base logistique régionale pour le nord de l'Europe, pour la distribution du nord de l'Europe, qui doit sortir de terre dans moins d'un an maintenant, en septembre 2021, à Arras exactement. Aujourd'hui, on a une base logistique à Dole, dans le Jura, et donc l'idée c'est quoi? C'est encore une fois, donc cette base logistique sera adossée à un site de production polyvalent, et l'idée c'est de fabriquer les produits au plus proche de là où ils sont stockés, de là où ils sont distribués, de là où ils sont consommés. Vraiment pour répondre à ces attentes aujourd'hui de la société qui sont de consommer le plus juste possible, entre guillemets, et d'avoir un impact environnemental le plus réduit possible. C'est des attentes fortes, ce sont des attentes fortes de nos clients et de nos consommateurs. C'est aussi des enjeux économiques, ce sont des enjeux aussi de taux de service, puisqu'on réduit le temps entre la fabrication et la distribution. Donc tous ces enjeux-là, nous on les concrétise via un pôle industriel qu'on installe l'année prochaine sur la commune d'Arras. Et pour préparer tout ça, bien évidemment, on remet à plat toute notre façon de travailler, nos processus, nos outils pour répondre à ça, et on se met en relation avec nos partenaires, les institutions, etc. Et le pôle Aura Logistique nous aide là-dessus.
On a une démarche sur la détente de la chaîne logistique frais, puisque, vous l'avez dit, c'est une chaîne qui est très contraignante. Et c'est important aussi de bien comprendre quelles sont les contraintes de nos transporteurs, quelles sont les contraintes de nos distributeurs avec l'automatisation des bases logistiques, avec les délais à respecter, les trieurs automatiques, etc. Tout ça, c'est des nouvelles contraintes qu'on doit intégrer, nous, en tant que fournisseurs, en tant que producteurs, au sein de notre entreprise. On a une démarche sociétale forte. Alors, vous allez me dire, c'est beaucoup de communication, toutes ces démarches sociétales, souvent, pour les entreprises, les industries. Cerelia n'est pas exposé. C'est-à-dire que Cerelia, je vous l'ai dit, on a une marque qui s'appelle Croustipat qui représente 5-6% de part de marché, c'est tout. Tout le reste, on est partenaire de la grande distribution, donc on travaille pour les autres, entre guillemets. Donc tout ce qu'on fait sur le sociétal ou l'environnemental, ça n'est que pour répondre à des valeurs et à des vraies convictions que l'entreprise Cerelia souhaite porter, souhaite développer. Et dans ce cadre-là, parce qu'on a l'opportunité effectivement de créer des emplois dans le cadre de la nouvelle base logistique, on a engagé un programme également d'accompagnement de formation et puis d'accompagnement des collaborateurs, enfin de personnes qui sont éloignées de l'emploi pour diverses raisons depuis quelques temps. On a le temps de le faire, on a 1 an devant nous pour pouvoir faire ce genre de choses qu'on n'a pas forcément le temps de faire systématiquement quand on évolue dans une entreprise, dans un bâtiment existant. Donc on est sur ce type de démarche également avec Laura Logistique qui est une démarche relativement large. Et puis bien évidemment, Cerelia continuera de porter haut le label Supply Chain Plus puisqu'on trouve que c'est vraiment une démarche innovante, une démarche forte qui permet de créer de la transversalité sur le tissu socio-économique et pas uniquement de rester enfermé entre guillemets avec nos contraintes et nos problèmes au sein de l'entreprise. Donc de s'ouvrir et d'être meilleur collectivement. Hein, c'est ce que je vous ai dit en introduction. C'est la vraie c'est la vraie démarche, c'est la vraie attente qu'on a engagée avec le pôle Aura Logistique. Merci beaucoup, Cédric. Je vais passer maintenant la parole à Laurent pour qu'il explique un petit peu ce que c'est Aura Logistique. Et après, on pourra débattre dans la séance questions-réponses. Merci beaucoup, Cédric. Laurent, c'est à toi. Bonjour Cédric et félicitations pour cette belle présentation. Alors je suis désolé d'être arrivé un peu en retard. C'est vrai que les conf calls, c'est une science inexacte et j'ai dû avoir un conflit entre Jitsi, Teams, Lifesize et quoi d'autre. Et donc j'ai dû redémarrer mon ordinateur alors que je vous voyais parfaitement et quand j'ai voulu entrer, bon, c'est la supply chain du multimédia qui est sans doute à redigitaliser. En tout cas, merci. Estelle, merci aussi à toi, Anne-Marie, de nous laisser la parole au sein des RRI. L'idée, c'est de vous parler du pôle, de sa réalité, de ce qu'est la supply chain en région de France, faire un petit focus sur les impacts de la crise court terme et moyen terme, qui nous ont amenés à faire évoluer notre offre de services. Et comme le disait si brillamment Cédric, nous amener aussi à enclencher 2 nouvelles prestations de services de pointe, l'une qui s'appelle Supply Chain Booster et l'autre Supply Chain Plus, qui est un label que l'on veut national, qui est promis à un grand avenir. Alors, j'ai le plaisir aussi d'intervenir juste avant Boris d'Artigues-Pérou, qui est aussi un de nos partenaires de longue date et avec lequel nous avons des relations très, très étroites autour des jumeaux numériques. C'est un peu le teasing, si je puis dire, pour la suite. Alors, tout d'abord, ma fonction au sein d'Aura Logistique, je dirige ce pôle d'excellence régional depuis sa création il y a une petite quinzaine d'années. Et nous n'avons eu qu'une mission depuis la création, c'est de faire que les Hauts-de-France puissent s'imposer dans leur dynamisme et avec l'ensemble des partenaires qui sont fédérés comme leader logistique et supply chain au niveau national, voire international. Donc, nous sommes partis de pas grand-chose et aujourd'hui, on arrive à une à une notoriété significative, pas exceptionnelle, mais significative, qui est aussi due à la croissance phénoménale de cette filière au sein de notre région, qui est juste une filière extraordinaire pour la logistique et le supply chain management.
Alors, c'est certain que c'est ici, on parle de la science des flux de marchandises. Évidemment, avec la montée en puissance de l'e-commerce, on sait très très bien que la logistique et supply chain management sont le système sanguin de l'entreprise et qu'avec la montée en puissance de l'e-commerce, rien ne marche sans cette fameuse logistique, le support de l'industrie. Et c'est à la fois des algorithmes, comme le disait l'INRIA, du matériel, comme on peut le voir aujourd'hui avec de belles sociétés en région de France. Je pense par exemple à Exotech, bien évidemment, mais pas seulement. Nirio est aussi un bel exemple de développement autour de la cobotique. Et puis des hommes, puisque les univers de travail dans lesquels nous sommes, et vous le savez tous, on parlait tout à l'heure de l'entrepôt Jules, mais vous voyez aujourd'hui ces entrepôts poussés comme des champignons, ce sont des vraies usines à flux et avec une dimension humaine qui est juste fondamentale et qui nous amène aussi à innover dans le domaine des RH. Alors, on parle là de ressources humaines. Un emploi privé sur 7 en région Hauts-de-France, c'est de la logistique. On le sous-estime très souvent, c'est plus, par exemple, que la filière tourisme. Malheureusement, on va dire, les indicateurs de la Banque mondiale nous amènent à considérer que nous sommes très, très en retard, par exemple, à des pays comme l'Allemagne, la Belgique, dans notre appropriation de ces bonnes pratiques. Tout notre enjeu, au travers de nos réalisations actuelles et de nos réalisations demain, sont d'aller dans cette direction. Alors, notre centre de compétences est un outil qui est piloté par le réseau des chambres de commerce et d'industrie, qui est soutenu par le conseil régional, par les services de l'État, l'Union européenne et des entreprises. Nous avons actuellement sur le territoire plus de 250 interventions par an sur tous les Hauts-de-France. Et nous sommes ravis de travailler, par exemple, avec de très, très belles entreprises à l'avant-garde comme Cerelia, mais pas seulement sur ce territoire, de manière à pouvoir, on va dire, montrer ces cas de prise en compte de l'orchestration des flux qui est matérialisée par le supply chain management et qui trouve en fait à la fois ses racines dans une volonté managériale, mais une vraie diffusion au sein des équipes de l'entreprise. Ça permet de cimenter aussi ce savoir-faire industriel. Alors, nous avons un certain nombre de belles signatures. Par exemple, nous avons travaillé sur les réserves du Louvre pour l'organisation à Liévin de leur entrepôt, mais aussi bien d'autres cas. Et nous sommes aussi lauréats de projets de recherche et de développement. Alors, quand on parle des chiffres clés de la logistique en région de France, alors clairement, première façade maritime, bien évidemment, on connaît la croissance actuelle du port de Marseille, on connaît aussi la notoriété importante et les outils de structuration faits par le port du Havre, mais quand on cumule l'ensemble des ports de la région de France qui se situent sur le Range Nord, on a véritablement une vraie position de leadership avec une façade maritime qui devient de plus en plus unifiée au travers de la fédération Nordlink. Mais pourquoi notre région est assez dynamique dans le domaine? Vous le savez tous, avec la VPC, avec la grande distribution, depuis les années 80-90, on a développé un savoir-faire, notamment en intralogistique, qui permet en fait d'avoir sur notre territoire toutes les pièces du puzzle de construction et d'amélioration de l'entrepôt. Alors, un élément qui est par exemple important, c'est, alors je vais revenir juste avant, tu me dis, Anne-Marie, si je vais pas assez vite, tu me fais un petit signe. Tu as encore 3 minutes et après on va passer aux questions. Alors, je vais aller vite. Donc, l'importance aussi du froid chez nous. Alors, sans m'attarder sur nos prestations que l'on programme auprès de l'ensemble des secteurs de la région Hauts-de-France et des activités, vous parlez de la démarche que nous avons entamée liée au Covid. Alors, bien évidemment, chacun s'est mobilisé à sa place sur des opérations, on va dire, d'urgence. Mais ce que l'on a observé au sein des entreprises de la région, c'est un choc entre l'offre et la demande, une baisse des trafics sur les terminaux, c'était très, très significatif, des flottes de transport à l'arrêt, des tournées qui étaient déséquilibrées, parce qu'à un moment donné, on n'avait pas l'ensemble du fret classique, et donc pour les transporteurs, c'était compliqué. Le boom de la livraison sans contact, une distanciation sociale qui a été sévérisée, notamment entre les conducteurs routiers et les chargeurs chez lesquels elles allaient, et puis des tensions sur les prix entre les chargeurs et les industriels, des supply chains complètement désorganisés avec des effets coup de fouet
Et puis, on va dire dans la première période de cette crise, une mise à plat en matière de ressources humaines et une catastrophe pour l'intérim. Aujourd'hui, on est sorti de ça fort heureusement parce que ça redemeure un secteur très, très employeur. Mais notre filière a paradoxalement été perçue comme un soutien extrêmement efficace et on peut dire c'est la vraie bonne nouvelle, cette logistique qui est revenue avec ses lettres de noblesse. Alors, les enjeux qui se profilent dans les mois qui viennent et les années qui viennent, c'est revenir à une certaine normalité. Évidemment, en ce moment, les relations sont parfois agressives en matière de positionnement économique. On le sait, par exemple, sur le grand import, le conteneur, tout ça, c'est assez compliqué. Des chocs qui vont encore arriver, parce qu'on a le Covid, mais on a à terme le changement climatique. N'oublions pas le Brexit, qui va nous occuper bigrement d'ici quelques semaines. Et effectivement, c'est bien le thème de cette conférence, une digitalisation phénoménale avec des nouvelles habitudes prises eu égard au développement du click and collect, du drive, des lockers, des circuits courts, de la livraison à domicile, le dernier kilomètre, tout ça, ce sont des évolutions du marché et la logistique et supply chain management doivent accompagner ou anticiper tout cela. Et bien sûr, dans les entrepôts, avec aussi des coups de fouet comme le Black Friday ou les fêtes de fin d'année, tout ça va être assez compliqué. Mais au-delà, il est clair que le grand défi de la logistique, c'est le verdissement de cette logistique. Et là, il y a un champ de développement juste phénoménal et notre pôle de compétences va développer une énergie considérable au travers aussi du programme REV 3 pour développer des choses dans cette direction. Et sur ces aspects-là, et pour terminer sur l'offre de services que nous avons dû adapter, nous avons, avec le soutien du Conseil régional, lancé 2 grands programmes autour du supply chain management. Le premier, très orienté PME-PMI, qui s'appelle Supply Chain Booster. En une semaine, identifier les quick wins des entreprises avec des spécialistes du haut niveau. Vous vous inscrivez le vendredi. Nous pouvons avoir réalisé la prestation 10 jours plus tard, avec des experts pointus, sans vous faire perdre du temps, avec de la distanciation sociale et de l'intervention en cartographie de flux, en recommandation pour différents secteurs d'activité. Et on a un très, très fort succès autour de ça. Plus d'une vingtaine d'entreprises ont déjà, depuis 3 mois, passé par ce circuit de performance. Donc, supply chain booster. .com si vous voulez en savoir plus. Et dernier élément, j'en terminerai par là, une opération que nous avons lancée avec donc Supply Chain Master et suite en fait à un audit que nous avions fait cet été avec Cerelia, qu'on a transformé de manière à créer le label Supply Chain Plus, qui est pour nous demain le Graal de l'optimisation logistique et supply chain des entreprises industrielles, avec un trophée qui est très symbolique, avec 10 axes majeurs. Et plutôt que se perdre en conjecture, en déclinant ces 10 axes, on a tout compris, des axes de progrès et des boosters du supply chain management, que ce soit en Hauts-de-France et demain sur la France entière. Voilà, voilà. Merci Laurent. Comme il y a des questions, j'aimerais bien qu'on passe aux questions. Donc, il y a une question de Teresa de Oliveria. Qu'est-ce que ce label de supply chain a apporté de plus à l'entreprise par rapport à ses clients et concurrents? Donc, c'est une question pour Cédric. Alors, merci pour cette question. Pour tout vous avouer, le label Supply Chain Plus en lui-même, c'est plutôt la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que c'est la démarche qui est vraiment importante et innovante et qui nous a ouvert les yeux sur, alors pas forcément des problématiques, mais en tout cas sur des sujets en interne qui méritaient d'être travaillés de façon plus approfondie. Je vous ai parlé tout à l'heure de la data, notamment du management de la data dans l'entreprise et de l'interaction des systèmes d'information les uns avec les autres. Donc, c'est d'abord le label Supply Chain Plus, une démarche, un outil de performance et de progrès. En deuxième lieu, c'est un outil de management, vraiment, c'est important de le dire, management interne, de valorisation. Et puis, en 3, effectivement, ça va devenir une référence, un point de repère pour la grande distribution qui a toujours besoin d'avoir des preuves, entre guillemets, ou des évaluations concrètes de ce qui se passe dans les entreprises pour pouvoir comparer
ses fournisseurs les uns avec les autres et prendre, entre guillemets, le moins de risques possible lorsqu'il décide de travailler avec un fournisseur et de s'approvisionner chez lui. Et ce label permet, pour la première fois, de caractériser objectivement l'efficacité, la robustesse d'une logistique qui, comme on l'a dit depuis le début, est devenue essentielle, majeure dans l'actualité et dans l'avenir de la supply chain, de la distribution, du retail notamment. Et encore, on ne parle pas de toute la partie restauration hors foyer qui va avoir besoin aussi de performance et d'efficacité dans les prochains mois. Très bien. Une autre question de Teresa encore, qui je pense est plutôt pour Laurent, mais qui, je pense, dans l'intervalle, vous avez traité en partie dans votre présentation, puisque la question portait plutôt sur le schéma d'accompagnement de Ralogistique pour les PME. Comment peuvent-ils vous aborder et en quoi vous pouvez les accompagner? Je pense qu'avec les boosters, vous y avez répondu en partie, mais peut-être vous pouvez approfondir un peu, en redire quelques mots. Simplement, nous sommes une équipe extrêmement abordable et qui va tout de suite sur le terrain. Donc, vous nous passez un petit coup de fil, vous nous joignez. Immédiatement, il y aura au moins des 5 consultants terrain qui vont venir vous voir dans la foulée et on va traiter ces choses, certes, sur le plan virtuel dans un premier temps, mais vraiment, en votre compagnie, on est très, très souple au niveau de l'adaptation. Et ce sont des gens passionnés qui viennent du métier, qui viennent tous de l'entreprise et qui ont une vraie culture logistique et supply chain. Je pense que Cédric peut en témoigner, quoi. On aime les entreprises. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres entreprises, par exemple, que vous pourriez citer, qui sont dans cette démarche, qui vous ont sollicité et qui pourraient aussi, du coup, apporter leur témoignage dans cette démarche? Alors, par exemple, pour l'opération Supply Chain Booster, je vais vous citer, bon, pour ceux qui les connaissent, Sical, Promesse de Fleurs, Rosalu, Promince, Maison Noé, Nespoli, Guéquière, Déméline, Magnésita Réfractaire, Porte Solutions Premium, Motez, Louis Priet, la fromagerie Le Cire, le Maroilles. Ah, ça, on adore ces projets-là. C'est clair. Il y a du supply chain management dans l'agroalimentaire, BeWed pour la fabrication d'emballages professionnels, etc. Donc, on a encore cette année 5 ou 6 places pour le programme Supply Chain Booster. Quant au programme Supply Chain Plus avec ce grand label et ce trophée, ça c'est une œuvre de 2021 pour le lancement. On est en train de préparer le lancement national, mais tout ça est né en région Hauts-de-France et grâce au cas expérimental et aujourd'hui qui est un cas d'école et puis aussi à la qualité du management de Cerelia parce que on a là des chefs d'entreprise, on va dire un véritable duo exceptionnel avec un patron allemand, avec Cédric, patron local, qui vraiment ont une posture vis-à-vis de leur troupe juste admirable. Quand on voit comment ils réussissent à mobiliser au sein de leur CODIR une équipe supply chain fédérée au même endroit, je pense qu'ils nous montrent ce que demain sera certes la logistique digitale, mais aussi la logistique et la supply chain organisationnelle. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour ce témoignage et pour tous les autres. Sachez que vous pouvez voir tout ce que propose Euralogistique sur le salon virtuel. Merci beaucoup Laurent et Cédric. On passe maintenant à la dernière présentation. Donc, j'invite Boris d'Artigues-Peyrou de me joindre sur scène. Boris, bonjour. Bonjour. Boris, tu es responsable technique à CEATEC et tu vas nous expliquer maintenant qu'est-ce que tu fais comme travail, quelles sont les réponses que tu apportes au supply chain. Voilà, je te laisse la présentation et quand tu as besoin de la vidéo, je vais la lancer pour toi. Super, merci beaucoup. Merci déjà pour l'opportunité d'être sur cet événement virtuel. Je remercie Laurent pour le petit teaser sur les jumeaux numériques. Et en effet, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, donc du jumeau numérique de la supply chain. Alors,
déjà, en un mot, donc, le CEA en Hauts-de-France, qu'est-ce qu'on fait? On fait en fait deux grandes choses. La première chose, c'est qu'on est à disposition des entreprises du territoire pour monter des projets d'innovation et accompagner ces entreprises dans leur démarche d'innovation via la recherche technologique. D'accord? Donc, on a un centre de recherche, on travaille sur un certain nombre de technologies, il y a 150 laboratoires au CEA Tech. Et donc, voilà, on est à disposition, on a une équipe ici présente sur le site d'Euratechnologie qui est prête à aider toutes les entreprises qui souhaitent se poser des questions et monter des projets d'innovation. Et la deuxième mission qu'on a au CEA en Hauts-de-France, c'est de réfléchir sur des opportunités pour monter des équipes de recherche sur un certain nombre de sujets. Et un de ces sujets, c'est le sujet du jumeau numérique. Et la thématique d'application de ce sujet, c'est la supply chain. Voilà, donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, je ne sais pas dans l'audience s'il y en a beaucoup qui avaient déjà entendu parler de jumeaux numériques. Probablement qu'il y en avait déjà beaucoup qui étaient au courant de grandes thématiques comme la robotique, comme le big data, comme la réalité virtuelle, enfin un certain nombre de technos qui sont voilà, très visibles dans la démarche d'industrie 4.0, donc la 4e révolution industrielle. Alors, je vous ai repris quelques petites planches de tendance qui sont éditées par Gartner tous les ans, donc qui mettent en avant un certain nombre de tendances technologiques, notamment, enfin, là en l'occurrence c'est sur le numérique, pour vous montrer quoi en fait? Pour vous montrer que déjà depuis 2017 et encore maintenant en 2020 et même pour 2021, cette thématique de jumeaux numériques, elle est présente à chaque fois. D'accord? Il y a d'autres thématiques qui sont présentes à chaque fois ou qui émergent, comme par exemple la blockchain. Mais voilà, le jumeau numérique, c'est très, très cœur. Alors, vous pouvez aussi regarder assez facilement si vous tapez Digital Twin en anglais, et d'ailleurs avec Daimler, j'ai regardé, bah, c'est au cœur d'une des démarches donc de Mercedes aussi sur leur démarche d'industrie 4.0. Alors, plus récemment, on parle de hyper automation, et à l'intérieur de ça, il y a la démarche de jumeaux numériques. Alors, bon, ça en dit pas grand-chose. Donc, qu'est-ce que c'est que le jumeau numérique? Alors, le jumeau numérique, si je reprends un certain nombre de choses qu'on peut trouver, et je prends l'exemple en fait de Mercedes-Benz, hein, tout simplement. Donc, dans la Smart Factory, et 4 grands avantages qui sont autour des jumeaux numériques, bah, c'est plus de flexibilité, plus d'efficacité, plus de rapidité et, chose intéressante, un environnement de travail plus attractif et c'est indiqué tel quel, des smart logistics. Voilà, donc là, on est vraiment au cœur. Là, je n'ai pas du tout inventé. Vous pouvez le trouver sur le site internet de Mercedes. Donc, aujourd'hui, ce que je vais essayer de vous présenter, c'est ce que c'est que le jumeau numérique. Et nous, qu'est-ce qu'on fait au CEA avec des jumeaux numériques appliqués à la supply chain? Alors, le jumeau numérique, finalement, c'est un environnement digital, d'accord, qui est représentatif à l'identique d'un objet réel qui est en général une entreprise ou une partie d'une entreprise. On va le voir dans la vidéo qui l'explique bien. Donc, finalement, ça sert à quoi? Ça sert à tester un certain nombre de choses. Ça sert à tester en digital avant de faire pour de vrai, de manière à être plus efficace, de pouvoir tester plus de choses, de prendre moins de risques et, in fine, d'être plus compétitif. Voilà. Donc, cette démarche de jumeaux numériques, qui est une démarche, voire plus qu'une technologie finalement, bah, ça existe depuis hyper longtemps. Donc, faire en petit ou pour de faux avant de faire pour de vrai, bah, c'est déjà ce que les compagnons du devoir continuent de faire et faisaient quand ils faisaient des constructions. Donc, ils faisaient en petit pour pouvoir discuter avec leurs pairs, pour pouvoir lever un certain nombre de risques. Avec l'avènement de l'ordinateur, on est capable de visualiser. On n'a plus besoin d'acheter des petits bouts de bois pour faire des maquettes. Et on peut visualiser de manière dynamique avec la réalité virtuelle et tout un tas d'outils, des maquettes numériques, des futurs objets que l'on souhaite faire.
avec la conception assistée par ordinateur, en plus de visualiser, on peut aussi faire un certain nombre de calculs, donc des calculs de structure. Là, en l'occurrence, l'exemple que j'ai pris, c'est plutôt de génie civil. Alors, plus récemment, on a passé un autre levier de vitesse on rentre en fait dans ce qu'on appelle le cycle de vie du produit, donc avec donc, le BIM, qui est une sorte de maquette numérique des bâtiments qui permet non seulement de concevoir les bâtiments, de les construire, puisque c'est on va dire des plans numériques extrêmement développés, mais aussi en fait de continuer à utiliser ces informations numériques dans l'exploitation du bâtiment pour pouvoir en fait le faire évoluer. Si par exemple on a envie de changer l'organisation des salles et qu'on se pose la question est-ce que le système de ventilation va fonctionner, on retourne sur cette maquette numérique pour pouvoir tester un certain nombre de scénarios. Alors, l'enjeu que nous, on a décelé au CEA sur la supply chain, l'enjeu que l'on a décelé sur la supply chain, contrairement à bâtiment, il n'y a pas que une volonté de modéliser des choses physiques. Alors certes, il y a des choses physiques, bien évidemment, dans la supply chain, que ça soit dans les entrepôts, dans les processus d'approvisionnement, dans les processus de livraison, mais il y a aussi l'aspect informationnel, l'aspect financier et l'aspect multi-échelle, donc que j'ai représenté avec les différentes matrioshkas, c'est-à-dire qu'on peut regarder ce qui se passe et les exemples qui étaient pris par les collègues de l'INRIA sont vraiment bons, puisqu'on peut regarder ce qui se passe à l'intérieur de l'entrepôt, on peut regarder ce qui se passe à l'extérieur de l'entrepôt, on peut regarder les deux en même temps, mais peut-être avec un niveau de précision peut-être un peu moindre, ou au contraire, on peut regarder vraiment ce qui se passe presque au niveau du colis. Donc ça, c'est très, très riche, en fait, comme thématique, la supply chain, mais c'est pas facile. Et donc, c'est ça aussi qui justifie qu'on s'y intéresse en tant que laboratoire de recherche pour lever un certain nombre de verrous technologiques. Voilà. Donc, j'arrête de parler. C'est un sujet pas facile, donc on s'est dit qu'on allait faire une vidéo. Donc, elle ne dure pas très longtemps. La complexité du monde industriel et du marché est très élevée et il est souvent difficile de prendre les bonnes décisions. Une entreprise compétitive est donc en constante évolution, s'adaptant aux contraintes internes de productivité ou à des facteurs externes de plus en plus volatiles. Mais une mauvaise décision peut provoquer des conséquences néfastes. Alors, comment mesurer l'impact d'une décision avant même de la mettre en place et sans prendre de risques ? La démarche de jumeaux numériques rend possible le test de scénarios et d'hypothèses afin de choisir celles qui correspondent le mieux à vos attentes. Il vous permet d'obtenir le meilleur compromis malgré une quantité importante de critères. Vos décisions deviennent plus éduquées, plus informées et plus rationnelles. Mais comment ça marche ? Grâce à une méthodologie et des outils adaptés, nous créons ensemble la maquette numérique de votre système. Cela peut être un composant d'une machine, un site de production entier ou même un système de distribution mondiale. On peut donc modéliser beaucoup de choses, des systèmes physiques, financiers ou informationnels. Le jumeau numérique est une technologie basée sur Papyrus, une solution open source développée par le CEA et ses partenaires. Cette plateforme générique peut être adaptée et personnalisée à un grand nombre de secteurs industriels et aux spécificités de chaque entreprise. Le jumeau créé est alimenté grâce aux données récoltées sur le terrain, telles que des documents, des appareils de mesure ou des systèmes d'information. On peut alors tester et évaluer des scénarios dans le jumeau numérique, comme la meilleure option financière, la plus sûre, ou encore le taux de service le plus élevé. Une fois la solution optimale trouvée, il suffit de la mettre en place dans le monde réel. On peut aussi s'en servir comme outil de pilotage ou pour détecter l'apparition de défaillances. Et comme c'est une démarche structurelle, on peut réutiliser le modèle, l'étendre à d'autres domaines ou aller plus en détail dans un sujet donné. Le jumeau numérique est une des grandes tendances de la 4e révolution industrielle. Il est donc un atout incontournable pour la transformation numérique des entreprises, quelle que soit leur taille. Voilà, merci beaucoup. Donc, on va reprendre la présentation qui se veut, bon, vous l'avez compris, un
pédagogique aussi autour de ce formidable sujet qu'est le jumeau numérique. Donc, vous allez me dire, oui, bon, en supply chain, on n'a pas attendu le jumeau numérique pour faire de l'amélioration continue et tout ça. Donc, bien évidemment, avant toute chose, c'est une démarche. Donc là, l'idée, c'est de reprendre un petit peu les différents points qui ont été expliqués. Puis, je vais vous expliquer plus en détail sur quel sujet de recherche on traite au CEA autour des jumeaux numériques. Donc, alors, bien évidemment, on commence par un besoin, donc une problématique. Alors, je reprends les termes de ma collègue de l'INRIA, mais c'est vraiment important, ce côté stratégique, tactile, opérationnel. Voilà, il faut bien situer la problématique. Et j'ai envie de dire, la démarche classique, c'est souvent, bien évidemment, d'identifier quelqu'un pour qui le problème devient son problème. Et la plupart du temps, finalement, les solutions qui sont mises en place sont finalement presque des solutions à usage unique, que ça soit en interne ou en externe. Mais voilà, enfin bon, il n'y a pas une réelle capitalisation en fait de la problématique et du savoir de l'entreprise. Donc déjà, la première chose dans la démarche de jumeau numérique, c'est plutôt que de coucher la problématique sur papier, autant la coucher sur ordinateur, et à la coucher sur ordinateur, utiliser un outil adapté. Donc, nous, au CEA, on travaille, comme la vidéo l'expliquait, avec un outil de modélisation qui s'appelle Papyrus, qui est open source, avec qui on a travaillé avec un certain nombre de grands groupes français sur le développement de ces briques-là. Et donc, ce logiciel nous permet de modéliser donc, la problématique. Et une fois que la problématique est modélisée, du coup, on a un jumeau numérique réutilisable. Et là, vous voyez que, comme pour le BIM, on rentre dans ce cycle de vie d'amélioration continue du process de l'entreprise. Et donc, on va pouvoir, comme ça, faire des allers-retours entre des problématiques et puis un jumeau numérique qui va venir, comme ça, s'alimenter et devenir de plus en plus riche au fur et à mesure des itérations, dans lequel on va pouvoir tester des scénarios, valider des changements, faire des études de risque. L'idée, c'est vraiment de modéliser pour pouvoir simuler un certain nombre d'espaces de solutions par rapport à une problématique donnée. Voilà. Donc, comme le disait aussi la vidéo, un des objectifs du jumeau numérique in fine, et ça ressort beaucoup des vidéos que vous pourrez trouver sur YouTube sur les digital twins, notamment poussées par des sociétés comme SAP ou IBM, c'est l'utilisation du jumeau numérique, en fait, comme un outil de traitement des données issues du terrain en temps réel. D'accord ? Donc, par exemple, GE, avec leurs éoliennes, ils ont des jumeaux numériques de chacune des éoliennes, ils récupèrent les données, ils les comparent à la théorie et ils voient en fait s'il y a des dérives. Voilà, c'est une manière de faire, mais ça peut être très, très intéressant, notamment pour faire du prédictif, pour pouvoir commencer à avoir des scénarios sur lesquels vous avez travaillé et qui commencent à se produire et être informé dès qu'ils commencent à se produire et avoir tout de suite la solution puisque vous l'avez testé au préalable. Voilà, donc ça, c'est la démarche de jumeau numérique. Et nous, au CEA Tech en Hauts-de-France, on a lancé un projet qui s'appelle le projet Sonaris, d'accord, qui est en collaboration avec un certain nombre de partenaires logistiques. Donc, j'ai vu que dans l'audience, on avait les ports de Lille. Donc, par exemple, on a des grosses infrastructures comme les ports de Lille ou ports de Dunkerque. On a des chargeurs, on a des prestataires logistiques donc de la région. C'est un projet qui est financé par la région de France et par la métropole européenne de Lille et le FEDER. Et ce projet, en fait, il vise à travailler sur 3 axes. Le premier, c'est, nous, au CEA, on n'est pas du tout des logisticiens, d'accord ? Donc, le premier axe, en fait, c'est du coup de se faire accompagner dans le cadre de ce projet avec Euralogistique pour faire remonter, en fait, des problématiques issues du terrain, issues de PME, d'ETI de la région, autour de la logistique et de créer, en fait, des modèles génériques issus de ces problématiques spécifiques. Voilà. Ça, c'est le premier axe et on est très content de travailler avec Euralogistique sur ça. Ils nous apportent vraiment un set de compétences issues de la supply chain, cette expertise supply chain, et on est ravis de travailler avec eux. Le deuxième axe, ça n'étonnera personne, mais les logisticiens ne sont pas des experts informatiques. Voilà, donc on dit souvent la logistique, c'est le parent pauvre de l'industrie, ou en tout cas de l'innovation peut-être.
Donc, du coup, nous, ce qu'on s'est dit, plutôt que d'essayer de faire devenir les logisticiens quelque chose qu'ils ne sont peut-être pas, on va essayer de développer des nouvelles interfaces plus adaptées à leur métier, d'accord, qui leur permettent d'évoluer avec un certain nombre de concepts avec lesquels ils sont habitués de travailler. Et donc, pour cela, on travaille avec un deuxième partenaire qui est la société Tactus, Saora Technologies, qui travaille sur tout un tas d'interfaces et notamment des grandes tables tactiles. Donc, l'idée, c'est de pouvoir en fait manipuler son modèle avec des interfaces innovantes. D'accord ? Et puis là, le troisième axe, parce que au CEA, nous, en tout cas en région, on n'est pas là depuis très longtemps. Et comme vous avez pu le voir, l'INRIA travaille sur des sujets, par exemple, d'optimisation. Et nous, c'est pas, par exemple, quelque chose sur lequel on est ni très fort, ni on a très envie de travailler. Et donc, alors, on n'a pas, en l'occurrence, de collaboration avec l'INRIA à Lille sur ce sujet-là, mais on a d'autres partenaires, notamment, j'ai vu qu'il y avait les arts et métiers qui étaient connectés. Donc, on travaille avec les arts et métiers de Lille, avec l'ULCO, avec d'autres laboratoires du CEA et avec l'Université d'Artois, justement pour travailler sur ces différents modules qui pourraient venir comme ça se greffer sur ce jumeau numérique de la supply chain. Donc, voilà ces trois axes. Alors, le projet il a commencé depuis le début de l'année. Alors, avec les aspects sanitaires que tout le monde connaît, c'est un petit peu compliqué de faire remonter des problématiques. Donc, mais courant 2021, il va y avoir donc sur le site du CEA Tech à Lille un certain nombre de démonstrations sur interface innovante disponibles sur trois thématiques, d'accord, trois thématiques génériques. La première, c'est autour des flux portuaires. La deuxième, sur la gestion des entrepôts. Et la troisième, sur l'organisation des expéditions. Donc, je vous encourage à prendre contact avec moi si vous êtes intéressé, à poser des questions dans le chat si vous voulez plus de précision, à regarder le stand numérique qui est disponible. Il y a un certain nombre de vidéos. Vous retrouverez d'ailleurs la vidéo que j'ai montrée si vous voulez regarder tête reposée. Il y a aussi d'autres vidéos sur d'autres technologies de l'industrie du futur que l'on a au CEA. Et on est à votre disposition. Et merci encore les organisateurs de nous donner cette opportunité de parler, de présenter notre travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Boris. Très intéressant. Et c'est vrai, peut-être qu'on parle beaucoup moins de digital twin que de tous les autres technos de l'industrie du futur. Mais c'est vrai, c'est extrêmement important aussi le digital twin. Et d'ailleurs, l'année dernière, quand j'avais fait la présentation des technologies, j'avais évoqué le digital twin. Et dans la région, il y a une vitrine du futur labellisée par l'Alliance du futur sur le sujet du digital twin et qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise. Donc, l'après-midi, d'ailleurs, il y aura une présentation de l'Alliance du futur sur la thématique des vitrines du futur. Virginie, je te laisse poser des questions. Oui, alors j'incite tous les participants à émettre diverses questions. Pour l'instant, c'est assez calme. On n'a pas franchement de questions précises du public. Moi, j'en ai une en attendant, en attendant les autres questions. Dans certains modèles de jumeaux numériques, dans les univers de production, c'est qu'il y a des réflexions vraiment sur l'interaction entre le modèle physique et le modèle virtuel. J'ai compris que là, toute l'élaboration de votre modèle virtuel, elle est bien basée sur la récupération de data physique. Est-ce que vous avez aussi des scénarios ou des perspectives de travailler sur, du coup, une interaction du modèle virtuel vers du modèle physique en temps réel? Alors, dans le cadre de chaînes de production, ça, c'est des choses qui existent déjà. En fait, le jumeau numérique, il existe déjà et j'encourage d'ailleurs tout le monde à regarder le rapport qui est sorti par DHL sur les jumeaux numériques en logistique, qui est très intéressant parce qu'en fait, il dresse en fait un état des lieux de tous les jumeaux numériques utilisés en fait dans d'autres corps de métier, on va dire, qui ne sont pas la logistique. Donc, il parle de l'automobile, de l'aéronautique, d'un certain nombre de thématiques. Donc ça existe déjà, d'accord. Donc faire communiquer un jumeau numérique avec des données en temps réel,
ça existe déjà, et donc il n'y a aucun verrou technologique pour le faire fonctionner, donc faire en sorte qu'un TMS, un WMS, n'importe quel MS du monde de la logistique, et il y en a beaucoup, puisse interagir avec un jumeau numérique. Par contre, pour construire le jumeau numérique, de toute manière, on extrait ces données issues des différents WMS, ERP qui peuvent exister pour pouvoir utiliser les données qui sont disponibles. Voilà. Donc, aucun verrou technologique vis-à-vis de ça. Après, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on connecte, pourquoi faire et à quel moment est-ce que quels signaux on envoie, quelles alertes. Et là, on est plutôt dans un outil d'aide à la décision, plus ou moins temps réel. Et ça, c'est d'autres enjeux qui sont présents à chaque fois qu'on fait un outil d'aide à la décision, quelle que soit la technologie derrière, que ce soit de l'intelligence artificielle, du big data. Enfin, bon, peu importe. Voilà, mais aucun verrou à ce niveau-là. Ok. Une autre question du coup de Monsieur Mekalef, qui est enseignant-chercheur au CESI, qui vous pose une question plutôt en termes d'outils. C'est quoi les logiciels couramment utilisés pour travailler sur du digital twin? Alors, oui, il y a beaucoup de logiciels pour. Et d'ailleurs, c'est justement les grands, type aéronautique, automobile, qui ont développé un certain nombre de logiciels. Donc, vous trouverez, par exemple, chez Dassault Systèmes, chez Siemens, un certain nombre de suites logicielles qui vous expliquent comme quoi ils vont pouvoir construire le jumeau numérique de l'entreprise. Donc, ça existe déjà. Et puis, si ça vous convient, très bien. Et si vous avez les moyens pour vous payer ce genre d'outils, encore mieux. Donc, ça, c'est parfait. Nous, voilà, au CEATEC, je l'ai expliqué, en Hauts-de-France, on est plutôt dans une démarche d'accompagnement, plutôt des PME, des ETI et ponctuellement aussi les grands groupes de la région. Donc, c'est pour ça aussi qu'on essaye de travailler sur des plateformes open source pour justement permettre aux ETI, aux PME de pouvoir aussi participer au développement de ces logiciels-là et de ne pas forcément avoir les contraintes de la lourdeur de l'installation. Par exemple, l'outil de Digital Twin de SAP ou d'IBM, vraisemblablement, IBM ou SAP vont demander à ce que un certain nombre d'outils qui sont déjà existants soient modifiés pour que ça soit compatible avec leur outil. Bon, nous, on est plutôt dans une démarche de venir en complément de ce qui existe plutôt que de remettre à plat, en fait, toute l'infrastructure IT des entreprises avec lesquelles on travaille. Voilà. Très bien. Donc oui, il y a plein de logiciels qui existent sur cette thématique-là. Nous, on utilise ce framework qui s'appelle Papyrus. D'accord, très bien, Papyrus. Et très bien, on a du coup 2 autres questions, mais qui, je pense, portaient plutôt sur l'intervention précédente. Je ne sais pas si Anne-Marie nous les évoque maintenant ou plutôt en fin de... ça va être maintenant. Peut-être, moi j'ai une question parce que vous avez évoqué votre travail avec Tactus qui est également basé sur Euratech. Et donc, ça m'a fait penser aux écosystèmes innovants et aux interactions entre les acteurs de l'écosystème innovant. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots comment se bâtit la relation de CEATEC avec les autres acteurs d'Euratech pour répondre à des besoins d'entreprise? Comment ça se passe? Il y a beaucoup d'opportunités qui sont bien évidemment issues des réseaux professionnels qu'on peut avoir. Il me semble d'ailleurs même que je me demande si c'est pas Laurent qui m'a fait connaître Tactus, hein, d'accord. Donc bon. Il y a donc Tactus spécifiquement, voilà. Mais après, nous, au CEATEC, ici, on a un showroom, en fait, de 200 mètres carrés. Donc, régulièrement, comme ça, on organise des événements, alors à l'époque en présentiel. Donc, pour justement faire connaître un petit peu ce que l'on fait. En général, on ouvre ce genre d'événement à tout le pool d'entreprises qui est sur Euratech et de toute la région. Déjà, ça permet de rencontrer des entreprises, de voir un petit peu comment elles travaillent, sur quoi elles travaillent. Et voilà, et c'est pas que dans un sens, en fait. Ce qui est important de voir, c'est que
nous, on est, enfin, le CEA, certes, on a 150 laboratoires, voilà, 4500 chercheurs en recherche appliquée, 600 familles de brevets actives. Enfin, voilà, on a un très gros centre de recherche, mais c'est pas parce qu'on a un très gros centre de recherche que on peut pas travailler avec des entreprises qui vont nous apporter des choses. Et donc voilà, nous on est très heureux d'être à Euratech parce que ça nous permet voilà d'être au contact d'un certain nombre d'entreprises qui travaillent sur les technologies du numérique, mais on est aussi au contact d'autres pôles d'excellence comme Eura Santé, Eura Materials, Eura Logistique, qui nous font bénéficier de cette mise en relation avec des entreprises qui souhaitent innover. Donc merci aussi aux pôles d'excellence régionaux, à HDFID, un certain nombre d'initiatives de la région qui rendent ces prises de contact possibles. Oui, c'est vrai, c'est très important. Le réseau est important. Très bien, merci à vous pour cette séance de questions. Merci beaucoup, Boris, d'avoir accepté de nous parler de jumeaux numériques et de ce que CEATEC propose. Et avec cette intervention, on va finir cette première partie. Donc, n'oubliez pas le salon virtuel. Donc, Boris sera sur le stand de CEATEC pour expliquer toutes les possibilités de partenariat avec le CEATEC. Et Loïc, est-ce que tu veux dire encore d'autres choses? Oui, donc, eh bien, rappelez le programme de l'après-midi, donc avec deux ateliers. Un atelier sur les écosystèmes innovants qui est animé par James Boyer, et avec dans cet atelier également une présentation du label Vitrine du futur, et puis également de l'appui apporté par la région, par HDFID, Hauts-de-France Innovation Développement, donc à la transformation des entreprises dans la perspective de l'industrie du futur. Donc ça, c'est un atelier qui va se tenir de 14h à 15h30 et ensuite de 15h45 à 17h15, un atelier sur la question des compétences et des métiers. Et donc là, avec une présentation des résultats d'un travail fait par l'APEC, c'est bien normal lorsque l'on parle des compétences, une intervention de Claude Roche, de Antoine Labuche et puis d'une collègue de Junia, Karine Udry. Voilà, donc pendant la pause du midi, eh bien, écoutez, vous pouvez rejoindre le salon virtuel. On a régulièrement au cours de l'atelier de ce matin cité des exposants, notamment ceux qui avaient à voir avec le thème de l'atelier, mais il y en a d'autres. Et donc je le rappelle, alors on va laisser à l'écran pendant la pause donc les coordonnées du salon virtuel et puis ces petites informations qui permettent de voir quelles ressources on peut y trouver. Donc ce sont des documents, ce sont des vidéos et la possibilité d'échanger avec des personnes qui se tiennent disponibles pour chacun des stands. Donc là, il y a la possibilité de prendre rendez-vous pour un échange en visio pendant 5, 10, 15 minutes. Voilà. Merci beaucoup. Alors, j'ai fait un petit oubli en début de matinée puisque, en fait, l'étiquette qui apparaît sur l'écran, c'est Animateur 2. Donc, je suis Loïc Aubray et je travaille à l'Université catholique de Lille. J'aurais dû le dire dès le début. Je travaille à l'ICL, donc qui est un des établissements de l'université, comme Anne-Marie, et dans une direction transversale qui s'appelle Direction générale du développement et de la stratégie. Et donc, avec mes collègues des écoles et de l'ICL, on a mis en place depuis quelque temps déjà un groupe qui s'intéresse à ces questions d'industrie du futur. On a mis une communauté sur ce sujet, donc qui interagit avec la région Hauts-de-France, HDFID et d'autres acteurs, évidemment. Et puis, autre information également, donc vous savez que l'ensemble du webinaire sera disponible en replay, je crois, dès la fin de la journée. Et comme j'y pense, et je le dirai à la fin, mais comme on termine une séquence, une demi-journée, il y aura également une enquête de satisfaction qui sera envoyée
par HDFID, donc il est également important d'y répondre. C'est important pour HDFID, c'est également important pour nous qui organisons ce type d'événement, d'avoir votre retour. On en avait eu lors de la journée de l'année passée qui était vraiment utile pour nous, pour savoir comment on peut aussi être dans une démarche d'amélioration continue de la qualité. Voilà, merci beaucoup. Allez sur le salon virtuel et on vous retrouve à 14h pour donc 2 autres ateliers. Merci, bon appétit.